Ah, c'est bien un petit peu de Vaiana comme ça le matin, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, salut tout le monde. Comment il est? Comment il est? Comment ça va? Comment ça va chez vous en ce mardi matin? Nous sommes le 29 mars 2022. Vous êtes sur Twitch, voilà, en live le 29 mars, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui regarderont ce live en replay, je vous dis merci tout de suite, hein, parce que tout le monde n'est pas disponible sur les lives. Voilà, petit Vaiana pour commencer, un petit peu de voilà, un petit peu de piano, tranquille, en ce mardi matin. Et je vais mettre pause à la musique, et voilà. Il est 10h, pas vraiment, il est 9h58. Donc, vu qu'il est 9h58, on va attendre 2 minutes, les bras croisés. Et on va attendre. Non, je déconne. Alors, comment ça va? Qui c'est qui est là depuis ce matin? Vanessa, salut Tahiti, salut Bina974, comment il est à toi? Ça va, merci beaucoup. Salut Maza, Lilou, Cindy, Justine, Dali, salut à tous, salut Célia, elle est là, Célia. Alors ce matin, on va pas parler de droit de succession, on va laisser un peu Célia tranquille, d'accord? Parce que la semaine dernière, on a fait beaucoup de questions autour de l'héritage, les droits de succession, on a parlé du mariage, etc., du Pax. Donc c'est vrai que Célia, elle a été très active. Merci Fanny! Merci beaucoup! Et d'ailleurs Célia, je t'ai jamais demandé, mais tu pourras m'envoyer un message sur Insta pour me dire où tu travailles en France, hein, voilà. Dans quel cabinet de notaire? Je sais pas si on dit cabinet de notaire. Office notarial, voilà. Voilà. Tu pourras me dire ça parce que, juste par curiosité. Salut à Clem. Salut à tout le monde, hein. Et merci Fanny encore pour l'abonnement. N'hésitez pas à vous réabonner, hein, ça nous aide énormément, tous ceux qui ont le petit Amazon Prime, comme Célia, comme Marine ARV. Voilà, n'hésitez pas, comme Vanessa G, n'hésitez pas à refaire votre petit abonnement tous les mois, je vous le redis. Hein. Chacun a une date anniversaire d'abonnement différente. Vous trouvez ça. Quand vous voyez que vous n'avez plus la petite étoile violette, c'est qu'il faut se réabonner. Il faut se réabonner, ok? C'est important. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Clem? Je galère sur un truc à faire censé être facile. Eh ben, tu vois, Clem, je sais pas ce que tu galères à faire, mais t'inquiète pas, hein, des fois, il y a des trucs simples, on n'arrive pas à les faire. J'en suis le premier. Je peux être le premier à en témoigner. Hein. Il y a des trucs très simples dans la vie que je n'arrive jamais à faire. Donc, t'inquiète pas, Clem. Soit tu persistes et tu y arrives, ou soit tu lâches l'affaire. Ça dépend de ton tempérament. Bon, et salut à tous ceux qui ne commentent pas. Hein, je vais pas tous vous citer là. Vous êtes une petite vingtaine là ce matin à être là à l'heure. Hein, on embrasse tous ceux qui sont là à l'heure et tous les retardataires. Voilà, je regarde un peu les noms. Il y en a que voilà qui commentent pas, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir vos noms. Hein, parce que maintenant j'arrive à voir un peu qui est là et qui n'est pas là. Ok? Alors, donc. Pas loin de Lourdes, Célia. Salut, d'accord, merci à toi. Merci beaucoup. Alors, ce matin, les amis. C'est vrai, t'as raison de le dire, Sabina974, elle demande à Célia Delaunay si elle est réunionnaise. Mais c'est vrai que la famille Delaunay, j'en connais des Delaunay à La Réunion. C'est une grande famille. Enfin, c'est pas une grande famille, les Delaunay, mais il y en a quand même pas mal des Delaunay à La Réunion. C'est un nom qui est important. Enfin, pas aussi important que les Paillettes, vous connaissez tous Dimitri Payette, Manu Payette. C'est pas aussi important que les Bègues, vous connaissez tous Valérie Bègue, Miss France. Il y a aussi Waro, c'est un nom de famille très, très commun à La Réunion. J'en oublie d'autres, mais voilà. Payette, Waro, Bègue. Mais c'est vrai que Delaunay, t'as raison, Bina. Les Delaunay, il y en a quand même pas mal à La Réunion. Célia, est-ce que t'es réunionnaise? Bon, je pense pas, sinon elle nous l'aurait dit hein, quand même. Ok, donc ce matin, live argent. Hein, que vous soyez actif sur le chat ou pas, vous en faites pas, aucune pression. Hein. Voilà, vous êtes peut-être au travail comme Marine, vous écoutez, vous êtes peut-être en voiture, en télétravail, en train de faire votre sport peut-être. Hein, donc voilà, il y a plein de... Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez hein, sur les lives et les replays, et ça c'est cool, ça fait plaisir. On écoute, on passe le temps, on apprend des choses ou pas, vous nous apprenez des choses aussi, parce que ceux qui sont très actifs sur le chat m'apprennent des choses, apprennent des choses
tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Donc ça, c'est vraiment cool, ce format-là. Je vous le répète, hein, si vous pouvez faire votre petit abonnement, tous ceux qui ont Amazon Prime, n'hésitez pas à le faire, vraiment ça nous aide beaucoup. Donc ce matin, on va parler, vous l'avez vu bien évidemment dans le titre, on va parler des carburants. Je vais essayer d'expliquer, parce qu'il y a une abonnée qui m'a envoyé une question qui m'a dit qu'il y a 15 jours en arrière, je vous disais, ou il y a même 3 semaines, que selon moi les carburants n'allaient jamais arriver à 2 euros. Ensuite, j'ai fait mon mea culpa une semaine après en vous disant, finalement, ils sont tous passés les 2 euros, même 2,20 € par endroit. Et je vous ai expliqué que c'était pas forcément parce que le baril était cher, parce que le baril n'était pas si cher que ça. Le baril n'avait pas atteint ses sommets de 140 $, etc. Mais c'est parce que l'euro était faible du fait de la crise en Ukraine, de la guerre en Ukraine. Donc, euro faible, vu qu'on achète en dollars, bim, voilà, ça je vous l'avais expliqué il y a 15 jours ou la semaine dernière, je ne sais plus. Et je vous disais, vous en faites pas, ça va rebaisser quand même assez vite, parce que là, le baril est déjà en train de rebaisser. Il s'avère qu'en fait, le baril, il a effectivement baissé, mais le coût à la pompe, pas du tout. On est toujours aux alentours de 1,4. Entre 1,90 et 2,20 pour les stations les plus chères ou les plus isolées. Il y a même des prix plus élevés, mais bon, ça c'est... Les gens qui payent leur essence à plus de 2,20, faites l'effort de trouver une station moins chère, j'ai envie de vous dire. Non, je déconne. Donc voilà, et du coup, c'est vrai qu'elle m'a posé cette question, elle me dit, mais je comprends pas, c'est comment ça se fait que le baril baisse, voilà, et que nous, à la pompe de consommateurs, ça baisse toujours pas. Ça fait... ça fait là une semaine, voire 15 jours, là, que les prix, c'est comme si, c'est des prix constants. Voilà. Donc on va parler de ça, je vais vous expliquer ce phénomène. Salut à tous ceux qui arrivent à l'heure ou en retard. Est-ce que 5 minutes de retard, c'est être en retard? Je ne sais pas. Voilà. Donc, on va parler de ça. Juste avant, donc là, j'aurais beaucoup de choses à dire sur le carburant. On va parler aussi de la remise qui pourra aller jusqu'à 18 centimes. Voilà, c'était 15 centimes, finalement ça sera 18. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'État a choisi de faire cette remise-là. Des petites questions à avoir en tête sur cette remise. Pourquoi c'est passé à 18, etc. Voilà, enfin tout ça on va en parler. Mais avant, je voulais répondre à 2 questions d'abonnés toujours. D'ailleurs, c'est pour ceux qui découvrent ce format Libre Antenne Argent. C'est un format qu'on a lancé depuis plus de 3 ans maintenant. On a aussi un format Libre Antenne sur l'amour et la sexualité, que pour l'instant on ne fait plus. Mais voilà, ce format-là, c'est quoi? C'est vous me posez des questions, je les travaille, je les analyse, si je peux dire ça. Je les prépare, tout simplement, voilà, restons modestes, je suis pas un analyseur du tout, je ne suis pas un analyseur, je suis un préparateur, je suis un expert en rien du tout, moi je suis juste un pote qui vous donne mes conseils, mais j'espère que mes conseils sont simples à comprendre, sur tout ça, et donc voilà, vous me posez vos questions, et je les prépare. Et ensuite, bien évidemment, suivant l'actualité, on peut dévier sur certains sujets, voilà, là je sais que le carburant, c'est très 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 d'actualité. Donc voilà. N'hésitez pas, encore une fois. Et d'ailleurs, il y a des questions que des abonnés m'ont envoyées samedi, ce week-end, sur mon compte Instagram, que j'ai pas pu préparer, parce qu'on a eu un week-end compliqué. Donc voilà, ça sera pour la semaine prochaine. Donc vous n'hésitez jamais, vous posez des questions sur Instagram, ou sur Instagram, comme vous préférez le dire. Sur le live Twitch, là, vous posez vos questions aussi, je les note. Si je peux pas y répondre, vous avez compris. Ou même sur YouTube, vous trouvez une vidéo, n'importe laquelle, et vous dites question argent pour Babou. Même une vieille vidéo, je trouverai toujours votre question. Et je la prépare, ok? Faut vraiment pas hésiter, Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions trop compliquées. Si c'est vraiment trop compliqué, du coup, moi, je mets ma tête dedans et je me mets à fond dedans pendant une semaine et j'essaie de la préparer et de trouver une réponse, la plus simple possible. Faut pas hésiter. Vraiment. Des fois, il y a des gens qui n'osent pas poser leurs questions. Osez, vraiment osez. L'argent, c'est quelque chose d'important dans la vie. C'est pas l'argent ne fait pas le bonheur, mais
le fait de mieux gérer son argent, ça vous apportera beaucoup dans la vie. Voilà. Vous pourrez vous mettre vous en sécurité, votre famille en sécurité, vous pourrez vous faire plus plaisir, vous serez moins stressé, vous serez moins dépendant financièrement, vous serez moins dépendant de votre compte en banque, tout simplement. Voilà. Le fait de gérer son budget, ça permet d'être serein. Ça permet de dire, j'ai besoin de m'acheter ça coûte combien? 300 €, bon ben je peux me l'acheter. Voilà. Avant de l'acheter, bien évidemment, je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose d'important ou pas? Voilà. Et c'est là, tous les messages que j'essaie de vous envoyer à chaque semaine, c'est, il n'y a rien qui est cher dans la vie. Il n'y a rien qui est cher. Pourquoi? Parce que quelque chose qui vaut 1000 €, si c'est une voiture, c'est pas cher. Si c'est un téléphone portable, c'est cher. Voilà. Bon, une voiture à 1000 €, ça peut être cher quand même parce que elle risque de te causer plein de problèmes. Mais vous avez compris l'idée. Hein. Pour moi, c'est ma philosophie de vie, il n'y a rien de cher. Voilà. C'est vraiment où tu places ton curseur. Voilà. Et ça te permet ensuite d'être beaucoup plus serein dans ta vie. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de ça? Non, j'en ai pas besoin. Voilà. Est-ce que je trouve que c'est cher par rapport à l'utilité que j'en ferai? Est-ce que c'est juste un plaisir ponctuel de 20 secondes? Voilà. Là, je pense par exemple aux fêtes foraines, à tous ces trucs qui coûtent très très cher. Voilà. Et chacun ensuite va placer son curseur et il va tac 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 picorer sur loisirs, besoins essentiels, alimentation, etc. Chacun voit un peu, tu vois. Ok? Donc ça, c'est ce que j'essaye tous les jours de vous faire passer comme message. Il y a Marine qui dit, quand je vois comment certains roulent, ou même tous ceux qui restent stationnés le moteur allumé, perso, je me dis que l'essence n'est peut-être pas encore assez chère. Hein, mais Marine, mais Marine, je suis tellement d'accord avec toi. C'est-à-dire que là, l'essence, elle est passée à 2 € depuis 1 mois. Il y a encore des gens qui laissent leur moteur allumé. Je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène. C'est comme j'arrive pas à comprendre les fumeurs qui, encore aujourd'hui, en 2022, jettent leur mégot par terre. C'est quand même quelque chose, maintenant, là, tout le monde le sait. Ton mégot, tu as ton petit cendrier de poche, tu trouves un endroit où le jeter. Non, il y a toujours des gens qui jettent leur mégot par terre. C'est pour moi, voilà. Et les moteurs allumés à l'arrêt, stationnés, c'est comme le dit Marine, je ne comprends pas. Devant les écoles, souvent c'est devant les écoles, ou même devant les supermarchés. Voilà, t'as madame qui va faire 3 courses, monsieur reste dans la voiture, moteur allumé. Alors les gens qui font ça, ils disent non mais c'est pour le chauffage, parce que tu vois il fait froid. Oui mais on s'en fout, tu mets un pull, tu mets un manteau, t'as froid, mais je veux dire à un moment donné, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a Dali qui dit, moi je laisse mon moteur allumé, je ne savais pas que ça bouffait de l'essence. Bon, Dali, on va pas t'en vouloir, mais Dali c'est... Bon, après, voilà, tu savais pas, ok. Mais ta voiture, elle est allumée, pour être allumée, c'est l'essence qui fait que ta voiture s'allume. C'est pas... Sauf si t'as une voiture électrique. Voilà. Ceux qui laissent leur moteur allumé et qui ont une Renault Zoé, j'ai envie de te dire, bon, pourquoi pas? Je veux dire, tu vas bouffer un peu ton électricité, c'est pas grand-chose, mais bon, dès que tu allumes quelque chose, ça te coûte de l'argent. Quand tu allumes ta lumière, c'est pareil pour les lumières à la maison. Il y a des gens qui laissent les lumières allumées tout le temps. Non, tu n'as pas besoin. Tu vois, là, dans ma pièce, aujourd'hui, il fait un peu sombre. Je pourrais allumer la lumière qui est là. Mais non, je n'allume pas la lumière parce que, il fait jour. Je vais pas allumer la lumière alors qu'il fait jour. Tu vois? Et les voitures, c'est pareil. Les voitures, quand tu es dans un embouteillage et que tu vois que c'est un embouteillage vraiment où là, c'est mort, ça va pas avancer, tu éteins ton moteur. Parce qu'il y a un accident, un incendie, l'autoroute est fermée, tu sais que tu vas être bloqué pendant une demi-heure, 1 heure, 3 heures, 5 heures, tu éteins ton moteur. Voilà, tu éteins ton moteur. Sauf si c'est en plein hiver, qu'il fait nuit, qu'il y a des chutes de neige, bien évidemment, là tu laisses ta voiture allumée, chauffage à fond, surtout si tu as des enfants dans la voiture. On est d'accord. Hein, c'est une question de survie là. Hein. La survie passe avant l'argent, d'accord? Mais la voiture allumée, ça pollue, c'est très mauvais pour la planète et pour ton porte-monnaie. Ça, c'est une évidence. Il y a Ika qui dit, aujourd'hui, le samplon E10 est à 1,78 € à Leclerc. Bon bah écoute, c'est très bien. C'est très bien. J'ai vu moi que j'étais à 1,87 hier. J'étais à 1,87. Donc j'étais content. Bah écoute, ça me fait plaisir de voir que ça baisse à 1,78 chez toi. Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, c'est aussi au même prix. Voilà. Donc on va parler du carburant aujourd'hui, vous l'avez compris. Mais juste avant, donc j'avais 2 questions à traiter
que j'ai trouvé très intéressantes d'abonnés. Donc la première, c'est une question assez personnelle, dans le sens elle nous a adressé à nous. C'est une abonnée qui nous demande si le fait de faire moins de live, parce que là on en fait 3 au lieu de 4, voire des fois on en faisait 5, et moins de vlogs. C'est pareil, les vlogs on en fait 3 en ce moment. Avant on en mettait 4 voire 5 par semaine, et là même ce matin j'en ai pas mis de vlogs, parce qu'on a eu un week-end compliqué. Donc voilà, donc là s'il faut cette semaine il y aura 3 vlogs, peut-être même que 2. Voilà, parce que il y a eu des choses qui ont fait que j'ai pas pu bien travailler. Donc elle nous dit, voilà, elle nous dit, le fait de mettre moins de contenu, ça fait baisser nos revenus. C'est clair, t'as tout compris, moins on met de contenu, moins on a d'argent. Nous, youtubeurs, les streamers sur Twitch, tous les gens qui font des contenus, moins tu postes, moins t'as d'argent, quand t'es rémunéré par la publicité. Et elle nous demande du coup, est-ce que nos lives et nos vidéos sur YouTube, c'est toujours quelque chose qu'on prend plaisir à faire, parce que on continue à le faire, mais ça nous rapporte quand même moins, tu vois. Et c'est vrai, je trouvais cette question intéressante de parler très rapidement, je vais le faire très vite. Est-ce que le fait de faire nos lives et de faire nos vidéos, d'en faire moins là, est-ce que c'est quand même quelque chose qui nous procure du plaisir ? Voilà, dans lequel est-ce que c'est une activité dans laquelle on prend toujours du plaisir ? Parce que c'est pas une activité qui nous permet d'en vivre. Voilà, je vous ai déjà fait un peu le topo là. Sur Twitch, on peut faire vite fait le tour des abonnés. Combien vous êtes d'abonnés sur Twitch ? Je ne sais plus. Je crois que on peut voir ça où ? Analyse statistique de la chaîne. Si je dis pas de bêtises, c'est là. Voilà, exactement. En temps réel, on a 141 abonnés quand même. Donc ça, c'est vraiment top. Hein. Franchement, c'est top parce qu'on est une petite chaîne sur Twitch, mais on a quand même 141 abonnés. C'est pas rien. Voilà, parce que tu calcules que c'est plus ou moins 2 $. C'est plus ou moins 2 $ par abonné, hein, c'est ce que je vous disais. Que vous soyez abonné Twitch, que vous payez votre abonnement comme peut le faire Usery par exemple, ou Dali, ou qui encore, là dans le chat je ne vois personne d'autre, ou que vous ayez un abonnement Amazon Prime, voilà, c'est plus ou moins 2 $. Donc voilà, 140 x 2, 280. Donc 280 $, tu convertis en euros. En plus là on perd de l'argent en ce moment parce que l'euro est faible, donc en dollars ça fait une grosse somme, mais en euros du coup voilà, on perd. Donc voilà, là en ce moment pour tous les streamers Twitch qui sont en euros, bon, ça perd, on perd des sous, mais bon, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, sur Twitch on est plus ou moins à 200 € par mois. Sur YouTube, on est plus ou moins à 500 sur Jujubaby. Sur la chaîne de replay Juliana et Julien, on est plus ou moins à 200, 300. Donc, on a un chiffre d'affaires d'à peu près 1000 € tous les mois, nous. Donc, ça permet pas d'en vivre, du tout. Permet pas d'en vivre. Un chiffre d'affaires de 1000 €, ça te permet de dégager, si tu veux transformer ça en salaire, un salaire de 300, voilà, plus ou moins, quoi. Tu divises par 3. Je vous ai déjà dit 50 000 fois, ça, tu multiplies par 3 le chiffre d'affaires à chaque fois. Si tu veux avoir un SMIC, il faut que tu aies 3 000 €. Donc, est-ce qu'on continue à prendre du plaisir à faire nos vidéos ? Oui, bien évidemment, sinon on ne le ferait pas. Après, je ne vais pas rentrer dans le discours hypocrite de certains youtubeurs qui disent « Moi, de toute façon, c'est le plaisir de partager, moi je fais ça par plaisir, c'est une passion pour moi, etc. » Non, c'est très kiffant, Voilà, je suis d'accord, mais moi j'irais pas jusqu'à dire que c'est une passion comme certains peuvent le dire, tu vois. Mais c'est un plaisir, vraiment, de faire des lives avec vous toutes les semaines. Je parle en mon nom parce que pour l'instant, Bibou, Juliana, elle en fait pas. Voilà, mais ça va revenir, vous en faites pas. Je sais qu'il y en a qui disent « quand est-ce que Bibou va revenir sur les lives ?» Ça va revenir, on reprend le rythme, voilà. Mais oui, nos revenus baissent, mais on continue de prendre du plaisir et ça nous dérange pas forcément plus que ça que nos revenus baissent. Si vous pouvez nous aider, bien évidemment, via les abonnements Twitch, en achetant sur notre Vinted, notre dressing Vinted, tout ça, vous savez, en passant par nos liens Amazon, Fnac, Darty, tous les liens qu'on peut vous mettre quand on vous met des codes promo, tout ça, ça nous aide. Voilà, vous le savez.
mais on prend toujours, c'est toujours un plaisir, on fait jamais des trucs juste pour faire des vues et pour faire des trucs. Voilà, ça c'était la première petite question. On prend toujours du plaisir. Et une deuxième question très intéressante, et après on va parler des carburants bien évidemment. Pourquoi, Babou, est-ce que tu considères que les augmentations de prix restent anecdotiques? Donc, la question est assez longue, donc je vais vraiment la lire comme elle m'a été posée. Et c'est vrai que justement, pour revenir par rapport au carburant, ou même j'avais dit ça concernant les augmentations du prix du blé suite à la guerre en Ukraine, du fait de la guerre en Ukraine, parce que c'est toujours en cours. Et je vous disais, voilà, ça reste des augmentations de prix qui restent anecdotiques dans le sens où ça reste absorbable pour nous, les particuliers. Je vous ai dit ça, ça fait 1 mois que je vous dis ça, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, qui considèrent que un plein qui passe de 40 € à 50 €, c'est pas anecdotique, parce que ça fait du coup une augmentation de 40 ou 50 € par mois. Bon, moi, je persiste et signe, et je vous dis que ça reste absorbable. Que ce soit l'augmentation de l'essence, des pâtes, du riz, du blé, peu importe, l'augmentation des prix en général, ça reste absorbable pour nous les particuliers. Et je vous avais aussi donné l'exemple de l'électricité. L'augmentation de l'électricité, je vous disais, selon moi, ça reste absorbable à notre petit niveau individuel. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà le tarif bloqué, l'augmentation maximum tarif réglementé, là, 4% max. Ce qui est difficile, c'est pour les entreprises. Voilà. Ça, je vous l'ai dit il y a 15 jours, je ne vais pas me répéter. Mais bon, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Et donc, cet abonné, elle me disait, pourquoi est-ce que tu considères que toutes les augmentations de prix qu'on connaît en ce moment restent anecdotiques ou absorbables dans le budget d'un particulier, mais à côté de ça, tu épargnes et tu nous conseilles d'épargner pour, au final, gagner quelques centaines d'euros par an. Pourquoi est-ce que tu considères que ça reste anecdotique lorsqu'une dépense supplémentaire est de quelques euros ou quelques dizaines d'euros, et que tu considères, à l'inverse, important d'épargner quelques dizaines d'euros par mois? Et je comprends sa question, hein. Je comprends son raisonnement. En fait, elle, ce qu'elle n'arrive pas à comprendre, c'est que moi, je vous conseille de mettre de côté 10 €, 20 €, 50 €, 200 €, ce que vous pouvez, selon votre salaire. Moi, je vous conseille de mettre entre 10 et 20% de votre salaire. Voilà. Si vous êtes au SMIC, vous mettez 100 €, entre 100 et 200 € tous les mois de côté. Voilà, c'est mon conseil. Voilà. Chacun fait comme il veut. Et si vous avez un salaire plus important, 2000, 3000, 4000, ce pourcentage, vous pouvez l'augmenter. Hein. Si vous avez un salaire de 4000 € net, c'est le cas de personnes qui nous regardent là, il y a... Enfin, si vous avez un salaire plus important, je vous invite même à mettre plus que 10%. Si vous gagnez 4000 € par mois, honnêtement, vous pouvez... C'est mon point de vue, mais vous pouvez mettre facilement 1000 € de côté tous les mois. Voilà, pour l'investir comme vous voulez. Assurance vie, la bourse, vous achetez des maisons, vous faites quelque chose, vous faites fructifier votre salaire. Profitez-en, parce qu'un salaire, c'est pas à vie, hein, sauf pour certains et encore. Hein, le salaire à vie n'existe plus. Hein. Même si historiquement, bon, on disait la sécurité de l'emploi, c'est d'être fonctionnaire, tu as un salaire à vie, etc. C'est plus vraiment le cas. Hein. Donc, voilà, je comprends l'interrogation de cet abonné qui dit pourquoi est-ce que je vous invite à épargner, à mettre de l'argent de côté, et que, en même temps, je vous dis, c'est pas grave si les prix augmentent, toi et moi et nous, on peut l'absorber, cette augmentation. Parce que, bah voilà, ça va être 10 €, 20 €, 50 € de plus dans le mois, bon, voilà, oui, c'est énervant, oui, mais, eh ben, pourquoi est-ce que je considère que c'est absorbable, toutes ces augmentations de prix? Parce que, justement, en amont, depuis des années, ou depuis, peu importe, depuis combien de temps tu le fais, mais dès lors que tu as intégré ce cheminement de dire, il faut mettre de l'argent de côté, c'est une obligation, parce que le fait de mettre de l'argent de côté, je me fais violence, je me rééduque financièrement, je me mets en sécurité, cet argent-là, je peux l'utiliser pour les imprévus, ou si j'ai plus qu'il n'en faut pour les imprévus, je l'investis. Voilà. C'est ma façon de voir l'argent et de voir
la gestion du budget d'une famille, ok. Et du coup, ça permet, quand tu as cette réflexion-là, cette logique de te dire, bah voilà, je mets mes 20 euros de côté, 50, 100, 200 tous les mois, et ben quand j'ai besoin d'acheter des pneus pour ma voiture, parce que machin, ou j'en sais rien, moi. Là, par exemple, notre tondeuse, là, je vous donne un exemple perso. Hier, j'ai explosé notre tondeuse. Voilà, c'est une tondeuse qui a 1 an, premier prix, qu'on a acheté 230 euros. Voilà, je l'ai fracassée, la tondeuse, parce qu'elle n'est pas adaptée à notre terrain. Il va falloir que j'achète autre chose. Voilà, il va falloir qu'on achète une faucheuse, débroussailleuse, un truc beaucoup plus costaud, avec des roues de 4x4, des roues et machin. Voilà, j'ai explosé la tondeuse, donc là, je vais l'amener à l'atelier pour voir si on peut la réparer, parce que ça m'embêterait quand même de la jeter, la petite tondeuse. Mais voilà, j'ai besoin d'une tondeuse, hein. On a un terrain qui est très grand, on a besoin de l'entretenir. Donc si là, à l'heure actuelle, je regarde mes comptes et que j'ai 0, comment je fais pour m'acheter une tondeuse? Comment je fais pour entretenir mon terrain? Ben, je peux pas. Donc, j'ai besoin d'avoir cet argent de côté-là. C'est nécessaire pour plein de choses. J'ai besoin d'avoir... Alors, chacun va fixer son curseur où il le veut. 500 euros de côté, ça me rassure. 1000 euros, ça me rassure. 5000 euros, ça me rassure. 20 000 euros, ça me rassure. Chacun va placer son curseur où il le veut. Je sais que ça choque des gens quand je dis 20 000 euros, ça me rassure, mais il y a plein de gens qui ne sont pas rassurés s'ils n'ont pas 20 000 euros minimum de côté. Parce que, pour eux, ils ont besoin d'avoir cette somme-là parce que, bah, je sais pas, dans leur tête, c'est le seuil qu'ils se sont fixés. Eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment conscience de pourquoi ce seuil, mais c'est juste que, voilà, ils ont ce seuil, peut-être parce que c'est le prix d'une voiture, ou on ne sait pas. Ou il peut arriver tellement de choses dans une vie qu'il faut, ok, avoir de l'argent de côté, d'accord? Et donc, lorsque tu as cette logique-là, tu peux ensuite absorber les prix. Donc c'est vrai que je comprends les gens qui s'interrogent là-dessus, qui disent « Mais pourquoi vouloir épargner quelques euros par-ci, par-là? À quoi ça sert ?» Ils n'arrivent pas à comprendre la logique, surtout qu'ils se disent « Ouais, mais regarde, si j'épargne 50 euros par-ci, par-là, au final, je vais le mettre je vais l'épargner sur mon livret A, ça va me rapporter quoi? 100 euros par an? Ça sert à quoi 100 euros par an? » C'est ça, en fait. C'est là où le bas blesse, magnifique expression. C'est que il y a des gens qui n'épargnent pas, qui ne mettent pas d'argent de côté parce qu'ils se disent justement que ça ne sert à rien parce que ça va leur rapporter pas grand-chose. Sur le livret A, je vous l'ai dit, c'est maximum 200 euros par an que ça vous rapporte. Encore faut-il que vous ayez votre livret A plein à 23 000 euros, 22 000 et des brouettes. Donc, quel est l'intérêt? Évidemment, vous me direz, quel est l'intérêt d'épargner sur un livret A si c'est pour au final gagner 100 euros tous les ans? T'en as rien à cirer de 100 euros. On s'en fiche. Tu vois? Tous les gens, quand l'État, justement, quand l'État baisse de 18 centimes le carburant, là, il y a plein de gens qui disent ça sert à rien, c'est pas assez. Quand Macron, il a donné 100 euros de prime inflation à beaucoup de Français, tous les gens disaient mais 100 euros c'est quoi, ça sert à rien. Quand le gouvernement, que ce soit Macron ou les gouvernements précédents, donnent des chèques énergie à hauteur de... c'est un montant variable, mais c'est à hauteur de 100 euros en moyenne. Pareil, les gens disent mais j'ai pas besoin de 100 euros pour payer mon électricité, ça va pas m'aider 100 euros. Et c'est là le gros problème, c'est que d'un côté, il y a beaucoup de gens qui disent ça va pas m'aider que tu me donnes 100 euros de plus. Bon, bah, dans ce cas, je te donne 0. Hein. Dans ce cas, je te donne 0 si tu veux. Hein. Et ces mêmes gens-là ne mettent pas d'argent de côté parce que justement, déjà, bon, ils n'arrivent pas à le faire parce que il y a tout. Voilà, il faut faire une mise à jour totalement du disque dur parce qu'il faut vraiment reprendre toutes les bases de c'est quoi un budget, c'est quoi des besoins essentiels, c'est quoi des... etc. Bon, mais ça se travaille. Et c'est ce que j'essaye de faire passer, moi, comme message. Et ensuite, ils se disent, mais si je mets de l'argent de côté, ça sert à rien, ça va rien me rapporter. Regarde, ça me rapporte 30 euros à l'année. Ça te rapporte pas 30 euros ou 100 euros à l'année. Ça te rapporte 30 euros ou 100 euros à l'année ou 200 euros à l'année, plus tout l'argent que tu as mis de côté, parce que ça, faut pas l'oublier. Si tu mets 100 euros tous les mois de côté sur ton livret A, à la fin de l'année, tu as 1200 euros que tu as mis de côté. Plus les intérêts, qui seront ridicules, hein. Parce que 1% de 1200 euros, ça fait 12 euros. Donc, ton effort d'épargne
elle va pas te rapporter grand-chose si tu mets sur ton livret A. Elle va te rapporter 12 euros, là, dans mon exemple. Mais tu auras quand même au mois de décembre 1212 euros. Tu n'auras pas que 12 euros. Tu auras 1212 euros. Donc les 1200 euros, c'est bien ton argent à toi. Oui. Tu as fait l'effort d'épargne. Oui. Alors oui, tu n'as rien rapporté. Parce que tu l'as placé là où il fallait pas. Mais c'est un début. C'est un début. Donc cette année, tu fais ça. Si tu n'as pas besoin d'utiliser ces 1200 euros au mois de décembre, ne les utilise pas. Garde-les. Et tu continues comme ça. Et au bout de 10 ans, eh ben, tu as fait le calcul. Tu fais ça tous les ans pendant 10 ans. Voilà. Tu fais le calcul. Voilà. Je ne vais pas vous le refaire. Et donc, c'est comme ça, moi, que je vois la gestion d'un budget, je vous le redis. Et c'est pour ça que je persiste en disant que l'absorption des prix reste absorbable. Je vais vous donner l'exemple d'un auditeur survivaliste, que moi j'appelle survivaliste, je ne sais pas si lui s'appelle survivaliste, qui a intervenu dans l'émission Estelle Midi sur RMC, et qui a donné l'exemple de l'augmentation du blé sur les paquets de pâtes. Donc je vais vous donner son exemple, mais juste avant, je vais lire le chat, parce que je suis en retard. Il y a Jenny qui dit « J'ai eu la surprise il y a pas longtemps de voir que les achats sur Vinted étaient imposables. » Alors, c'est pas imposable, ça, Jenny, je l'ai déjà dit. Hein, je l'ai dit dans un libre antenne argent. C'est pas imposable, il faut le déclarer. Mais déclarer ne veut pas dire imposable. Voilà. Hein, ça dépend du montant, ça dépend du nombre voilà. Donc, ne t'inquiète pas, c'est pas tes ventes sur Vinted qui vont faire que tu vas payer des impôts. Voilà. Parce que, voilà, je l'avais expliqué, il faut le déclarer, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas être imposé dessus. Pas du tout. Alors, il y a Bounty qui dit « Moi, quand je fais ça au début du mois, malheureusement, je m'en sers très souvent en fin de mois. » Tu parles de l'argent que tu mets de côté. Et bien, Bounty, justement, là, Bounty, c'est vraiment, je répète, c'est une mise à jour de ton disque dur, de ton disque dur personnel qu'il faut que tu fasses. C'est tu mets de côté, tu ne le touches pas. C'est comme ça. Voilà. C'est pour ça que le livret A, c'est pas forcément la bonne solution, parce que c'est accessible en un clic. Tu ouvres ton téléphone et tu fais ton virement instantanément. C'est pour ça que le livret A, c'est pas forcément le meilleur endroit où épargner, que ce soit la poire pour la soif ou autre. Voilà. Hein, si vraiment tu n'arrives pas à avoir cette discipline, Bounty, oriente-toi vers d'autres types d'épargne, notamment l'assurance vie, où là, c'est pas bloqué non plus, mais c'est, entre guillemets, un peu plus difficile. Voilà, il faut que tu demandes à ton conseiller de te faire un virement depuis ton assurance vie. Voilà, donc, il n'y a rien qui est bloqué quand tu épargnes sur de l'assurance vie. C'est liquide, c'est accessible directement, mais c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc, le fait de te mettre des barrières comme ça aussi, Bounty, eh ben au moins, ton argent, il est placé. Hein. Ensuite, après, c'est à toi d'être discipliné. Tu sais que tu as de l'argent de placer là, ça te fait du bien, ça te fait plaisir. Tu te dis, bon, là, je sais que, là, sur ce compte-là, j'ai 500 euros, 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros. Je le sais. Il est là, ça fructifie, ça fait des petits. Je le laisse de côté, je ne le regarde pas. Il est là. Et quand j'en aurai besoin pour acheter une voiture, payer le permis, construire une piscine, faire un agrandissement, partir en voyage, peu importe, je peux piocher dedans. Voilà. C'est vraiment la discipline, c'est très important dans la gestion de budget. Alors, il y a Clem qui parle de ma tondeuse. Elle est probablement encore sous garantie, ma tondeuse, hein, mais c'est moi qui l'ai cassée. Donc, quand tu casses toi-même quelque chose, la garantie ne fonctionne pas. Hein. Après, je vais essayer, hein, je demanderai quand même. Hein, voilà. Merci Clem. Et c'est pas un tracteur tondeuse qu'il faut qu'on prenne, nous, parce qu'on a un terrain trop accidenté. Il faut qu'on prenne une faucheuse. Une faucheuse débroussailleuse. C'est autre chose encore. Il y a Taïtiju qui dit... Perso, je n'avais aucune notion de combien il fallait garder pour le au cas où. L'assurance m'a dit 2 fois mon salaire. On dit souvent que 2 mois de salaire, c'est bien pour la fameuse poire pour la soif. Moi, j'irais même jusqu'à 3 mois de salaire. Parce que quand tu es au SMIC, ça te fait une poire pour la soif à 2400 euros. 2400 euros, ça peut très vite partir. Hein, quand tu as des problèmes de voiture, des problèmes de santé, ou X ou Y, voilà.
la poire pour la soif, moi je serais plus rassuré à partir de 3 mois de SMIC, hein, voilà. Ensuite, bien évidemment, ça dépend du salaire. Si tu as un salaire à 3000 euros, 2 mois de salaire te suffit. Parce que souvent, on part du principe que les gens qui ont un plus gros salaire ont un train de vie plus élevé. C'est faux, c'est faux. Il y a plein de gens qui ont des salaires de 3000, 4000 euros, qui ont le même train de vie que moi, smicard, que toi, smicard, tu vois. Donc, parler en salaire, juste, c'est effectivement ce que beaucoup de gens font. C'est pour parler à la majorité des gens, mais ça dépend de ton salaire. Voilà. Si tu as un salaire de 4000 euros et que tu as 4000 euros de côté pour ta poire pour la soif, ça te fait 1 mois de salaire, ça te suffit. Voilà. Il y a Dali qui dit, moi c'est le cas, c'est 20 000 euros minimum, car on ne sait pas de quoi demain est fait. Ben voilà, Dali. Moi j'ai même un ami qui, lui, il a un plafond de 50 000 euros. C'est-à-dire que s'il n'a pas 50 000 euros de côté, il est pas bien. Donc, alors est-ce qu'on peut considérer que c'est quelqu'un de très prévoyant il est pas radin pour autant, voilà, il vit un peu il vit simplement, mais il est pas radin. Je veux dire, voilà, il va pas acheter des trucs Eco Plus parce que c'est du Eco Plus et que c'est moins cher. Il va pas, c'est pas tous les clichés du radin, etc. Mais voilà, chacun va effectivement fixer son curseur un peu où il en a besoin. Salut Chris, salut à toi et merci pour le réabonnement là. Je vois que tu t'es réabonné. Tu t'es bien réabonné, Chris, hein, je te le confirme. Je trouve pas cela intuitif, Chris. Mais tu l'as fait depuis ton ordinateur ou depuis ton téléphone? Parce que depuis l'ordinateur, pour se réabonner, c'est vraiment très simple. Hein. C'est juste... franchement, il y a juste un clic à faire. Hein. Tu cliques sur s'abonner, se réabonner via Prime. Moi, je trouve que ça se fait en 10 secondes depuis l'ordinateur. Depuis le téléphone, c'est plus compliqué. Voilà. Après, bon, je sais qu'avec l'informatique, on n'est pas tous, tous égaux. Il y a Clem qui dit j'ai fait une opération, les frais d'honoraires sont pas autant remboursés que prévu, j'ai donc 1400 euros sur les bras à payer. Et ben voilà, Clem. Et ben exactement. Et des fois, on croit que, voilà, en France, la santé, on la paye pas. C'est pas vrai. Des fois, tu vas payer des trucs, surtout quand tu as des grosses opérations. Même pour ton accouchement, c'est pareil. Souvent, voilà, les gens disent ah, ça coûte rien en France, ça coûte pas grand chose de se faire soigner en France, mais ça coûte. Et quand tu vas accoucher, notamment, bah, il se peut que des fois tu aies des dépassements d'honoraires qui ne soient pas pris en charge par ta mutuelle pour X ou X trucs. Voilà, il a peut-être fallu une péridurale de plus, ou ils ont peut-être utilisé des trucs, ils t'ont fait une césarienne, ils t'ont fait une opération en urgence, un truc bizarre, ils ont peut-être opéré ton bébé. Il y a peut-être des trucs comme ça qui se passent. T'es pas au courant parce que bah, toi, voilà, hein, quand t'es à l'hôpital, t'es pas toujours trop au courant de ce qui se passe, hein, faut dire ce qui est. Et puis après, on t'emmène la petite facture, voilà, que tu envoies à ta mutuelle, et ta mutuelle te dit, bon, bah écoutez, ça, on va le prendre en charge, mais pas ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que toujours avoir un petit peu de sous-sous de côté, c'est très important. Alors, il y a Taïtiju qui dit « Mais je comprends plus, là, tu avais pas dit de garder ta poire pour la soif sur le livret A. » Si, Ju, tu peux garder ta poire pour la soif sur ton livret A si tu es discipliné. Voilà. Mais là, je répondais à Bounty qui, justement, elle disait « Dès qu'elle met de l'argent de côté au début du mois, à la fin du mois, elle l'a déjà pris. » Parce que ça, c'est un problème de discipline. Voilà. C'est « J'ai essayé, mais je m'y suis pas tenu. » Voilà. Et on a tous des problèmes de discipline, hein. On essaye d'être plus organisé, on n'y arrive pas, on essaye de faire du sport, on n'y arrive pas, on essaye de lire plus, on n'y arrive pas, on essaye de marcher plus, on n'y arrive pas, on essaye de mieux gérer son argent, on n'y arrive pas. On a tous des problèmes de discipline dans la vie. Pour l'argent, voilà, le fait de mettre de côté le premier et de récupérer le 20 ou le 25, ce que tu as mis de côté le premier, ben ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien, ça ne t'a pas apporté d'intérêt, tu n'as pas gagné de l'argent, et opération nulle, zéro, ça t'a rien rapporté, ça ne servait à rien. Donc c'est pour ça que je disais à Bounty, justement, je lui disais, si tu n'arrives pas vraiment à te faire violence, eh ben ne va pas sur le livret A. Tu vas ailleurs. Tu te mets un peu plus de barrières, notamment en mettant sur l'assurance vie. Voilà. Si tu fais sur le livret A ou le LEP, etc., là tu peux piocher très vite. Voilà.
Alors, il y a Bounty qui dit justement, merci pour ta réponse, moi j'ai le livret A, j'ai le LEP, j'ai l'assurance vie, assurance décès, c'est vrai qu'il faut pouvoir se mettre des barrières, mais j'ai l'impression que nos salaires sont trop justes pour épargner. Alors, les salaires sont pas trop justes pour épargner, Bounty. D'ailleurs, déjà, tu as 4 livrets d'épargne. Alors, l'assurance décès, Bounty, je l'ai déjà dit, donc je vais pas me répéter. C'est pas un livret d'épargne, c'est à fond perdu. Tout l'argent que tu mets dans ton assurance décès, tu ne pourras pas le récupérer. Sauf si tu meurs jeune. Là, ton conjoint ou tes enfants auront de l'argent. Voilà. Mais une assurance décès, c'est un terme mensonger. C'est pas une Enfin, non. Assurance vie, c'est un terme mensonger. L'assurance décès, justement, c'est un bon terme. C'est une assurance. C'est à fond perdu. C'est comme l'assurance auto ou l'assurance maison. C'est l'argent que tu mets, il est mis, il est perdu. Tu l'as donné. Si jamais il t'arrive quelque chose, tu vas être remboursé. D'accord ? Contrairement à l'assurance vie, qui ne devrait pas être appelée assurance vie, qui devrait être appelée épargne vie. Là, c'est... ou capital vie. Là, c'est pas une assurance, c'est vraiment... L'assurance vie, le terme n'est pas bon, je vous l'ai déjà dit. C'est tout l'argent que tu mets sur ton assurance vie, il est à toi, personne ne le touche. Tu as mis 10 000 euros, tu récupères tes 10 000 euros. Plus tous les intérêts que ça a fait. Ton assurance décès, si tu as payé pour, je sais pas moi, tu as payé toute ta vie 500 euros par an ou je sais pas, et pendant 10 ans, ça te fait 5 000 euros, tu as perdu les 5 000 euros. C'est perdu, perdu. C'est comme pour ta voiture, hein. Ta voiture, tous les ans, tu vas payer 300 euros d'assurance auto. Tu peux pas arriver à la fin de l'année en appelant ton assurance, en lui disant « Bon, ben écoutez, j'ai eu aucun accident cette année, est-ce que vous pouvez me rembourser les 300 euros ?» Non. Donc, assurance décès, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel il faut aller si, déjà, on n'arrive pas à mettre de côté. Parce que là, vraiment, tu perds de l'argent. N'y allez pas. Il faut y aller que vraiment quand on est serein, quand... Une assurance décès, c'est vraiment pour les profils où déjà, financièrement parlant, tu es serein, tu sais comment ça marche, tu arrives à te gérer, tu arrives à gérer ton budget, tu arrives à te gérer toi-même, tu as de l'argent de côté pour toi, pour ta famille, etc. Là, oui, tu peux aller sur l'assurance décès parce que tu peux te dire, bon ben voilà, c'est à fond perdu, mais en même temps, c'est pas de l'argent dont j'ai besoin, et je le mets, je me paye mon assurance décès parce que si un jour j'ai un accident de la route ou autre, peu importe, et qu'il m'arrive un malheur, pas forcément un décès, mais une grande incapacité ou autre, et ben mon assurance décès va verser à mon conjoint, à ma conjointe ou à mes enfants quelque chose d'assez important. Voilà. Mais ça, c'est uniquement si tu peux te le permettre. Voilà. C'est comme jouer au loto ou autre. Voilà. Il y a des gens, ils sont pas forcément à 50 euros près tous les mois. Donc si t'es pas à 50 euros près tous les mois, pourquoi pas te payer une assurance décès ? C'est quelque chose qui peut être intéressant si jamais il t'arrive quelque chose. Voilà. Mais si t'as du mal à gérer, l'assurance décès, on oublie. Hein. Comme on oublie les crédits à la conso, Cofidis, Sofinco et tout ça. Ok ? D'accord ? Donc vraiment, hein. Il y a Bounty qui dit « Les banquiers sont forts pour jouer sur le sentimental, j'ai pensé à mes enfants. » Et ben voilà, et ben si tu veux penser à tes enfants, je répète, tu le fais toi-même. Tu es la seule qui peut mettre tes enfants à l'abri. C'est pas ton banquier qui va mettre tes enfants à l'abri. Donc pour mettre tes enfants à l'abri, les 50 euros que tu verses sur ton assurance décès, tu l'arrêtes, tu stoppes tout, et tu mets ces 50 euros sur l'assurance vie. Voilà. Ok ? Ou sur le LEP, qui est rémunéré à 2,2%. Ok. Bon, j'espère que j'ai pu t'aider. Alors, tac. Il y a Taïtiju qui dit « Sur toi, à l'hôpital, on ne te demande pas ton avis concernant les factures. » C'est vrai, oui et non, Jus, parce que moi, je me rappelle quand on avait fait enfin, pour les accouchements, parce qu'on n'a pas souvent fréquenté les hôpitaux, nous. Mais je me rappelle très bien que pour le premier accouchement, quand Bibou elle avait eu la péridurale pour le tout premier, on lui avait bien dit, voilà, si au moment où vous accouchez, en amont, on lui avait dit, si le jour où vous accouchez, cet anesthésiste-là est de garde, lui il est de secteur 1, donc vous ne paierez pas de dépassement d'honoraires pour la péridurale. Cependant, si c'est cet anesthésiste-là qui est de garde ce soir-là, vous aurez un dépassement d'honoraires de 150 euros à payer pour la péridurale. Est-ce que c'est un dépassement d'honoraires que vous
accepter ou non. Enfin voilà, ils avaient posé la question. Hein. Et donc là, elle avait dit oui. Bon, finalement, c'était l'anesthésiste secteur 1, entre guillemets, sans dépassement. Donc elle avait eu la péridurale qui n'avait pas marché d'ailleurs, mais bon. Voilà. Mais tu peux... voilà. Alors, salut à Moglinette, salut à toi. Alors, conventionné secteur 1, ouais, c'est ça, Clem. Merci, cherchez le mot pour les médecins. Alors, pour ce petit carburant, revenons sur ce carburant à 2 €. Alors, donc le baril descend, donc comme je vous disais tout à l'heure, mais les prix à la pompe, bon bah nous, consommateurs, à la fin, c'est toujours cher. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent la question et qui se disent mais pourquoi est-ce que les barils baissent et pas les prix à la pompe. Et c'est un phénomène en fait qui a déjà eu parce que l'essence a déjà explosé plusieurs fois dans la carrière, j'allais dire. Dans notre vie, on a déjà connu des augmentations de carburant. Alors pas autant que là parce que là on dépasse les 2 €, mais c'est pas dû, je le répète, à l'augmentation du prix du baril. C'est dû à l'augmentation du prix du baril, associé au fait que l'euro est très très faible et qu'on paye le pétrole en dollars. Voilà, le pétrole se paye en dollars. Ça a toujours été, ça sera toujours comme ça. Il y a eu dans l'histoire du pétrole, il y a eu des gros, pas scandales, mais des grosses périodes comme ça où il y a eu des augmentations importantes. Donc j'ai noté 2011, 2014, 2018 aussi, voilà. Notamment voilà quand il y a les gilets jaunes, c'est ça aussi qui avait lancé le mouvement des gilets jaunes aussi. C'était qu'il y avait eu un carburant à, je sais plus, avant les gilets jaunes, c'était quoi qui avait lancé, bon, enfin voilà. Donc c'est pas la première fois qu'il y a évidemment des crises sur les carburants. Et en fait à chaque fois c'est tout le temps le même phénomène. Il y a ce phénomène d'inertie. L'inertie, si vous savez pas ce que c'est voilà, c'est quand ta voiture, tu roules en voiture, hop, tu lâches l'accélérateur. Ta voiture, elle continue d'avancer. C'est ce qu'on appelle l'inertie. Même si tu n'accélères pas, même si tu es sur une route plate, voilà, bien évidemment, si tu descends, la voiture va descendre. Mais voilà, physiquement, tu lances un véhicule à vitesse constante, ou voilà, peu importe ta vitesse, tu stoppes la vitesse, voilà, donc il n'y a plus d'accélération, hop, le véhicule va continuer d'avancer. Voilà, c'est l'inertie qui va faire avancer ton véhicule. Même s'il n'y a plus d'accélération mécanique fait par l'utilisateur. L'inertie, c'est ça. Et donc, sur les marchés, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le prix du baril, lui, va baisser, mais ensuite, il y a un phénomène d'inertie qui est très lent pour que cette répercussion arrive à la pompe. Pourquoi ? Parce que entre le pétrole et l'essence qu'on met dans nos voitures, eh ben, il se passe plein de choses. Déjà, il faut les transformer, hein, donc ça passe. C'est pas du pétrole qu'on met dans nos voitures, c'est de l'essence. Diesel, sans plomb, machin, tout ça. Hein, c'est transformé, hein, tout ça. Donc il faut transformer le pétrole brut, donc tout ça, voilà. Hein. Et donc en fait, les raffineries, tous les gens qui transforment, tous les gens qui... tout ça. Bon, je vous parle même pas du coût de logistique, de transport, en bateau, en ci ou ça, bon bref. Et donc ça prend quand même beaucoup de temps, c'est vrai. Et c'est vrai que là, vu que c'est à 2 € l'essence, psychologiquement, ça nous touche, quoi. Tu vois, on a l'impression que ça fait 1 an qu'on paye notre essence à 2 €. Pas du tout, ça fait 1 mois, tu vois. Donc, un peu plus d'1 mois, tu vois. Donc, il y a beaucoup d'étapes entre le pétrole brut et l'essence. Donc, c'est pour ça que l'inertie est quand même assez progressive, on va dire. Voilà. Avant que... Tac. Parce que les raffineurs... Les grands pétroliers, Total ou autre, je cite Total, mais il n'y a pas que Total, hein, parce que sinon après on va cracher sur Total. Mais il y a les grands industriels, les grands pétroliers, il y a Total, Shell, bon, il y en a d'autres, mais c'est les 2 plus gros. Eux, ils ont acheté les stocks de pétrole cher, au moment où le baril était plus cher, ils l'ont acheté ce stock. Donc le stock qu'ils ont acheté cher, ils veulent aussi le revendre cher, tu vois, parce qu'ils peuvent pas revendre ce stock qu'ils ont acheté au prix A, ils ont pas envie de le revendre au prix B, c'est beaucoup moins cher, voilà, même si en soi ils le pourraient. Et ils le pourraient, d'ailleurs c'est déjà arrivé, hein, c'était en 2018, l'État avait demandé, alors tac, j'avais vu ça,
l'État avait demandé aux grands industriels du pétrole de faire un geste commercial, justement, parce que, en fait, les industriels, les pétroliers et les raffineries, et même les distributeurs, c'est ceux qui sont juste avant nous, les distributeurs, bah, ça va être, là où les stations-service, quoi. En 2018, l'État avait demandé à tous ces intermédiaires de faire un geste, parce qu'en fait, ils continuaient à nous vendre de l'essence chère, alors que le prix du baril avait chuté vraiment en masse, mais eux, ils avaient acheté un stock tellement important de pétrole brut à un prix tellement cher que ils avaient envie de le revendre aussi cher, parce qu'ils se disaient, non mais attends, on a acheté le truc une blinde, sous prétexte que maintenant, 2 mois après, ça vaut 30% de moins, moi j'ai pas envie de vendre mon stock 30% moins cher. Je vais perdre de l'argent sur ce stock-là, parce que eux, c'est des volumes importants. C'est pas ta petite Clio C3, ta petite Citroën C3 avec son réservoir de 40 litres, tu vois. Eux, c'est pas 40 litres, c'est pas 40 000 litres, c'est pas 400 000 litres qu'ils achètent. C'est des volumes, c'est des tonnes. Ils achètent ça à la tonne, enfin, tu vois. Donc, c'est pour ça, en fait. Alors, est-ce que les pétroliers pourraient faire un geste et effectivement, rogner un peu, baisser un peu le stock qu'ils ont. Ils ont encore du stock qu'ils ont acheté cher. Est-ce qu'ils pourraient pas le revendre un petit peu moins cher pour que... Sûrement qu'ils le font. Sûrement qu'ils commencent à le faire. C'est pour ça que nos prix, là, commencent à baisser. Voilà. Mais c'est pour ça que l'inertie est très très lente. Parce que, c'est des très gros stocks qui ont été achetés à des tarifs très importants. Et donc, nous, à la fin, pour qu'on puisse bénéficier vraiment du prix actuel, là, voilà, probablement qu'actuellement, si on devait acheter si notre essence était vraiment au prix du marché, s'il faut, elle sera à 1,70, tu vois, ou même 1,65, j'en sais rien, je dis ça au hasard, vraiment. Mais là, elle est toujours à 1,90, voire à 2 euros à certains endroits. Donc, est-ce que les pétroliers pourraient faire un petit geste, etc. pour... voilà, oui, ils pourraient. L'État aussi va faire un geste, on va en revenir juste après, on va revenir sur cette subvention de 18 centimes. Il y a Moglinette qui dit « Nous en Corse, on est dans la merde, il n'y a plus assez d'essence dans les pompes. » Ici en Bretagne, ils ont bloqué les pompes il y a 2 semaines. Enfin oui, c'est pas les pompes qu'ils ont bloquées, c'est les dépôts pétroliers. Ouais, c'est ça. Oui, alors, c'est ça, c'est toujours marrant quand ils bloquent les dépôts pétroliers ou les raffineries, etc. C'est toujours marrant parce que c'est un espèce de phénomène, j'ai jamais trop compris en France. C'est le phénomène de dire, on n'est pas content, donc on bloque. On n'est pas content, l'essence est trop chère, donc on va bloquer les raffineries. Sauf que si tu bloques les raffineries, enfin je t'explique juste le principe, l'essence ne peut pas sortir de la raffinerie, donc l'essence ne peut pas ensuite aller jusqu'à la station-service qui va distribuer l'essence, jusqu'au distributeur, et le consommateur à la fin, il peut pas rouler. Donc moi j'ai jamais compris ce principe de vouloir bloquer les raffineries, c'est un phénomène qui me dépasse, j'arrive pas à comprendre la logique intellectuelle qu'il y a derrière tout ça. C'est... autant, quand il y a eu les gilets jaunes, je comprenais quand, par exemple, ils faisaient des opérations péage gratuit, et donc, ils se mettaient sur les péages des autoroutes et ils levaient les barrières pour les automobilistes. Je comprenais la logique, parce que là, la logique, c'est de dire, on manifeste parce que les gens n'ont pas d'argent, donc, aidons les gens, tu vois, soulevons les barrières de péage. Là, il y a une logique, tu vois, mais là... aidons les gens n'ont pas d'argent, l'essence est trop chère, tiens, bloquons l'essence. Comme ça, les gens, ils n'auront pas d'essence, ils pourront pas aller travailler. Ah super, la logique me dépasse totalement. Surtout que du coup, comme le dit Clem, ça va raréfier l'essence, le fait de bloquer les raffineries, tu vas créer un phénomène de panique. À chaque fois qu'il y a des raffineries bloquées en Bretagne ou n'importe où, dans le France, même à La Réunion, on a déjà eu ces phénomènes-là, les gens paniquent, ensuite, il n'y aura plus d'essence, donc tout le monde se jette sur la première station-service qu'ils trouvent, et des fois, c'est des stations-service où c'est très cher, voilà. La semaine dernière, j'ai encore vu une dame qui disait, aux informations, la baisse de 18 centimes, ça ne sert à rien, parce que regardez, là, je suis en train de faire de l'essence, 2,21, elle était en train de mettre dans sa voiture,
du diesel à 2,21 €. Mais à un moment donné, cette dame, j'ai envie de lui dire, excusez-moi madame, mais à un moment donné, choisissez vos stations. Allez dans les supermarchés, n'allez pas dans les stations Total, ou alors tu vas dans la station Total Access, voilà. Mais il y a des stations comme ça où les stations Avia, par exemple, c'est hors de prix. Les stations Total, c'est très cher. Les stations de campagne où vraiment là, tu es sur une nationale et c'est la seule station à 50 km autour. Bon, bah là, c'est très cher, mais sinon, va faire ton essence à Leclerc. Quand tu habites dans une grande ville, l'essence est moins chère que quand tu habites à la campagne déjà. Tu vois, moi, je le sais, hein. Quand nous, on habite dans la campagne angevine, enfin du Maine-et-Loire, quand des fois je vais à Nantes ou même à Angers, je le vois, à la pompe, c'est 5 centimes de moins. Des fois même, c'est 10 centimes de moins, parce que nous, on est à la campagne. Donc même si on a un Super U dans notre campagne, le Super U, bah voilà, il te fait des petits prix campagne, il te rajoute des 5 centimes, des 8 centimes, bon voilà. 2,21 €, c'était la semaine dernière. Ok ? Et moi, dans ma campagne, j'ai regardé les prix le jour là où j'ai vu ça. Le gasoil était à 2,01 € et le samplon était à 1,95 €. Enfin, à un moment donné, tu vois, c'est pas possible, tu vois. 2,21 €, c'est pas possible. Il y a Moglinette qui dit ça dépend. Nous, on n'a pas de station genre Leclerc, etc. On n'a que du Shell, du Total, etc. Mais ça dépend après Moglinette. Si t'as que du Shell et du Total, bon bah effectivement t'as que du Shell et du Total. Ok, bien évidemment, j'ai envie de te dire. Et, oui, mais à un moment donné c'est pas la majorité, tu vois. Donc là ils mettent à la télé une dame qui paye son gasoil à 2,21 € et puis je pense pas que les mecs qui font des reportages télé pour, je sais plus si c'était TF1 ou France 2 ou quoi, mais le mec il va au plus efficace, hein, donc il va proche des studios télé, donc c'était probablement en Ile-de-France, hein. C'était un reportage pour TF1, c'était très sûrement tourné en Ile-de-France, à Paris ou en banlieue, enfin tu vois, on n'était pas en Corse. Toi Moglinette, t'es où? T'es en Corse. Après la Corse c'est différent, moi je sais que voilà, à La Réunion c'est pareil, à La Réunion nous je vous l'ai déjà dit, les prix sont bloqués, donc c'est un système différent. La Corse, je trouve que c'est bizarre en Corse parce que c'est une île, mais en même temps, vous êtes quand même assez loin du continent, mais vous n'êtes pas si loin que ça. Et du coup, vous n'avez pas les avantages, entre guillemets, qu'on peut avoir quand on vit à La Réunion, aux Antilles, à Tahiti, etc. Parce que je trouve que vous êtes pénalisé sur pas mal de choses et que à côté de ça, vous n'avez pas autant d'avantages que ceux qui sont dans les îles plus loin ont. Salut à Angel35. Salut à toi Angel35 pour ton et merci pour ton retard. Mais il y a tu verras le début de ce live en replay. Quoi qu'il faut que tu te réabonnes Angel35. Faut que tu te réabonnes. Merci beaucoup Tahiti Jus qui dit c'est marrant parce que la pub s'affiche dans le grand rectangle, ouais. Et moi, je reste dans le petit rectangle au-dessus du chat. Ah oui, d'accord, ok. Merci, Jus, c'est très intéressant ce que tu dis. Donc on continue à me voir, mais du coup, on m'entend pas parce qu'il y a la pub. Mais là c'est moi qui ai mal géré la pub, tout simplement. Voilà, j'ai mon écran pub qui était caché, je l'ai pas bien géré, voilà. Normalement, c'est moi qui dois gérer la pub et qui dois lancer la pub un peu mieux. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Hein, c'est les pubs toutes les heures, Clem. Et c'est pas une pub intempestive, Clem, c'est une pub qui est programmée par moi. Hein, c'est pas du hasard. C'est moi qui programme les pubs toutes les heures. Je pourrais programmer les pubs toutes les 20 minutes comme une émission de télévision. Mais voilà, moi j'ai choisi de mettre les pubs toutes les heures. Voilà. Sauf que là, vu que j'ai commencé en avance, la pub s'est lancée à 10h56 au lieu de 11h. Voilà. Donc c'est de ma faute, c'est moi qui gère pas bien les pubs. Et c'est de l'argent pour moi, les pubs. Voilà, c'est pas pour... c'est pas juste pour le truc. Voilà. Et j'ai mis la pub pour tout le monde sur les lives. Tout le monde a la pub. Mais pas tout le monde, après ça dépend. Hein. Ça dépend de où vous habitez, de plein de choses, de comment vous regardez, sur quel device vous regardez ça, est-ce que c'est sur ordi, mobile. Des fois vous en avez, des fois vous en avez pas. Mais la pub, c'est pour nous, c'est pour nous, hein. Voilà. Il y en a qui mettent des pubs vraiment toutes les 20 minutes. Ça pourrait se faire, hein, parce que la pub dure pas longtemps, ça dure 1 minute.
Donc 1 minute toutes les 20 minutes, c'est largement possible. Mais moi, j'ai choisi de faire 1 minute toutes les heures. Bon, c'est pas la folie. Donc, mais ça m'a permis d'aller boire de l'eau, du coup, et de faire pipi. Donc, effectivement, il y avait Clem qui disait un truc juste avant la pub, qui disait, souvent, ceux qui se plaignent aussi du prix cher de l'essence, c'est ceux qui vont au plus cher en plus. Et c'est clair, c'est clair. Souvent, il y a des gens qui vont dans des stations-service. Moi, j'arrive pas à comprendre. À côté de chez moi, il y a une station-service qui est très chère, qui est facilement 5 à 10 centimes de plus. C'est une station Total, voilà, pour citer Total. Pas la Total Access, hein. La Total Access, c'est la station qui est orange-grise un peu, c'est vraiment la Total Access, donc Access, c'est en mode, c'est moins cher. Non, là, je vois vraiment des stations Total rouges, ou les stations Shell, pareil, hein. C'est des stations très chères, très très chères. Alors, soi-disant, les stations Total, c'est parce qu'ils ont un diesel Excellium ou Optimum, ils ont une essence Optimum ou Excellium ou j'en sais rien, qui soi-disant encrasse moins ton moteur ou te fait moins consommer. Bon, pour moi, ça, c'est des conneries. C'est des conneries, voilà. On n'est pas pilote de Formule 1, on n'a pas besoin d'avoir de l'essence diesel Total Excellium ou Shell Optimum ou je sais pas quoi, on s'en fout. Tu prends du samplon 95 E10, tu prends le diesel de n'importe quelle station, Esso, Leclerc ou Super U, c'est pareil, ton moteur, il va gérer, tu vois. On s'en fout de ça, du Excellium, tous ces machins-là. Prenez pas ça, ça sert à rien. Les gens vous disent, non mais c'est bien parce que pour ton moteur, c'est bien, ça fait moins consommer. Non, c'est des conneries, ça. Non, si tu n'as pas le budget, tu prends le moins cher. Voilà. Après, si tu peux te permettre de prendre de l'essence à 2,20€ Excellium Optimum, bah, prends-la. Enfin, tu vois, tu fais ce que tu veux. Mais oui, vraiment. Hein. Et donc, pour revenir sur ce phénomène de panique là, dont parlait Mouglinette, parce qu'il n'y a plus d'essence dans les pompes, voilà. Je voulais vous parler de ça. Parce que je voulais revenir, hop, voilà, sur cet auditeur d'RMC, lui, il parlait de l'augmentation du blé, et donc sur RMC, il posait la question, c'était Estelle Denis qui lui disait voilà, il y a des rayons, là, dans les supermarchés, la semaine dernière, rayons pâtes dévalisés. Parce que, voilà, crise en Ukraine, l'Ukraine est un très gros producteur de blé, donc là, il y a des gens qui s'affolent, qui disent que voilà, du fait que l'Ukraine ne peut plus produire de blé, il va y avoir des pays qui vont être touchés par la famine, il va y avoir des pays occidentaux riches qui vont être touchés par des pénuries de stocks, de ci, de ça, etc. Et voilà. Donc là, comme pendant le confinement, rayons pâtes dévalisés, etc. Et donc, il y a un auditeur qui appelle et qui dit que lui, oui, ça fait déjà plusieurs mois, il n'a pas attendu la crise en Ukraine, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'il fait des stocks. Donc moi, j'appelle ça un survivaliste, lui, il ne s'est pas appelé survivaliste, mais voilà, qui fait des stocks, comme aux États-Unis. Les survivalistes aux États-Unis, vous savez ce que c'est, hein, ils ont des bunkers enterrés, voilà, anti-atomiques, guerre mondiale, tout ça, voilà. Ça commence à se faire en France, d'ailleurs, les bunkers, il y a des sociétés qui commencent à vendre des bunkers enterrés. Bon, pourquoi pas. Moi, je suis un optimiste, je suis pas un fataliste, donc moi, je vois pas l'intérêt, mais pourquoi pas. Et donc, il disait que voilà, il commence à faire son stock de pâtes, de tout, il commence à tout stocker. Alors, il disait, moi, vous savez, je suis au SMIC, voilà, donc si je veux mettre ma famille à l'abri, etc., je préfère faire les stocks maintenant, parce que là, vous voyez, il y a encore 15 jours en arrière, le paquet de pâtes à Lidl, et il disait, Estelle, là, je vous parle pas d'aller faire ses courses à un géant casino ou à Intermarché, hein, là, je vous parle de prix Lidl. Il lui disait ça, tu vois. Il disait là, le paquet de pâtes à Lidl, il était à 2€, et ben là, hier, j'ai vu, il est passé à 2,15€. Donc, 15 centimes d'augmentation, quand même, sur un paquet de pâtes, ça fait beaucoup pour une famille. Donc, moi, évidemment, je préfère stocker. Ça fait des mois et des mois que je stocke, parce que, de toute façon, les prix ne vont cesser d'augmenter. On le voit avec l'inflation, là. Alors, il avait un discours, c'était drôle, parce qu'il sortait des mots comme ça, économiques, etc. Mais au final,
le gros problème, c'est que avec des profils comme ça, des gens qui paniquent et qui s'affolent, et donc qui considèrent que fatalement, c'est limite, c'est la fin du monde. Donc le monde va exploser, tous les prix augmentent. Alors là, regardez, l'inflation, ça ne s'arrête plus. Regardez, les carburants ont dépassé les 2 euros. Le blé, on va être en pénurie. On va pas s'en sortir. Donc je fais des stocks. Ok, mais il fait ce qu'il veut, hein. Il fait ce qu'il veut. Donc déjà, gros souci dans son exemple, c'est qu'un paquet de pâtes à 2 euros à Lidl, je sais pas quelle pâte il achète, mais déjà, gros souci. Voilà, parce que un paquet de pâtes à 2 euros, moi, j'ai fait mes courses, et je continue des fois de faire mes courses à Lidl ou à Leader Price. Les prix, c'est pas ça là-bas. Hein. Les prix, c'est 89, mais même à Leclerc, hein, c'est 89 centimes le kilo. Voilà. Ou 99 centimes le kilo. Donc, je sais pas où il achète son paquet de pâtes à 2 euros, parce que si tu prends les pâtes les moins chères de Leclerc, ou de Lidl, ou de Leader Price, c'est 90 centimes. Bon, ça a peut-être augmenté, c'est peut-être passé à 1 euro, c'est peut-être passé à 1,10 € le kilo. Donc, ton paquet de pâtes, normalement, tu l'achètes 1 euro. Donc, je sais pas pourquoi il a des paquets de pâtes à 2 euros, lui. Je sais pas si un pack... Ça n'existe pas, les paquets de 2 kilos de pâtes. Hein, ça n'existe pas. C'est 500 grammes ou 1 kilo. Voilà. Ou des fois, tu peux avoir des gros paquets, machin. Mais à un moment donné, à Lidl, je crois pas que ça existe, les gros paquets de pâtes de 5 kilos ou de 3 kilos, comme tu dis, jus. Tu vois? Donc voilà. Là déjà. Et ensuite, le fait que le paquet de pâtes passe de 2 euros à 2,15 €, donc lui, ça l'affole, et ça fait qu'il va faire des stocks. Donc ça l'affole, une augmentation de 15 centimes sur 2 euros, vous faites le calcul, ça représente quoi? Ça représente sur le nombre de paquets de pâtes que tu vas manger dans ton mois. Même si t'as une famille de 10 enfants, bon, ça fait beaucoup, bien évidemment, mais une famille moyenne avec 2 ou 3 enfants, hein? Ça te représente quoi sur le mois? Ça représente 5 euros peut-être d'augmentation de pâtes. Bon. Et lui, il partait du principe qu'il en a rien à faire. Il fait des stocks pour tout. Et donc, ensuite, juste après, c'était très drôle parce qu'il y avait un directeur de Super U qui est intervenu à l'antenne et ensuite un autre directeur d'Intermarché ou je sais plus, c'est les franchises. Donc. Et il disait, le gros souci avec les gens qui s'affolent, mais pour l'essence, c'est le même problème, c'est que les stocks, on les a les stocks. On est en capacité. On est en capacité de fournir des pâtes, on est en capacité de fournir des carburants. Il n'y a pas de pénurie possible. La seule pénurie possible au niveau des carburants, c'est si on bloque les raffineries. Voilà. Si on bloque les raffineries, il peut y avoir pénurie. Mais la pénurie, c'est pareil, il y a un phénomène d'inertie à prendre en compte. Donc si en Corse ou en Bretagne, on bloque la raffinerie le lundi, t'as pas besoin d'aller faire de l'essence le mardi. Parce que les stocks qu'ils ont, les distributeurs, ils sont énormes. Ils peuvent tenir. Largement, mais le gros souci, c'est qu'ils tiennent pas, parce que tout le monde va faire son essence le mardi, et le jeudi, déjà, il n'y a plus d'essence. Voilà. Donc, on a écoulé un stock, on a épuisé un stock d'essence en 3 ou 4 jours, alors que, c'est comme dans Koh-Lanta avec le riz, hein, la gestion du riz. Si tout le monde avait gardé sa vie, avait fait sa petite vie normale, tranquille, j'ai besoin d'essence, je fais de l'essence, j'ai pas besoin d'essence, je fais pas d'essence, eh ben, on aurait des stocks d'essence pendant largement suffisamment ce qu'il faut, le temps que les gens qui bloquent la raffinerie décident de se réveiller et d'arrêter de faire ça. Et pour les pâtes, c'est pareil. Le fait de vouloir faire des stocks de pâtes ou de farine à pain ou de farine, les gens stockent la farine en ce moment, voilà, tout ce qui est à base de blé, les gens stockent parce qu'ils se disent, mon paquet de farine, il va passer de 1 euro à 3 euros. Mais déjà, c'est pas possible. Les prix ne peuvent pas être multipliés par 3, hein, d'accord, c'est pas possible. Ça va être 10%, 20%, 30%, donc 30% d'augmentation de prix, c'est beaucoup, mais sur 1 euro, ça fait passer de 1 euro à 1,30 €, j'ai déjà dit. Voilà, donc bon, une augmentation de 100%, ça ferait passer de 1 euro à 2 euros. Et donc, comme le dit Clem, au final, c'est les gens qui font des stocks qui font augmenter les prix. Parce que du coup, ils vont faire que les pâtes, il y a du stock. Hein. Super U, ils sont en capacité, ils ont des centrales d'achat, ils ont des gros stocks, tout est là.
les distributeurs, les grandes marques de distribution, ils ont les stocks pour nous fournir de la farine, des pâtes, tout ce qui est à base de blé, sans souci. Voilà. Sauf que là, le fait que les rayons soient vides, c'est à cause des gens qui paniquent. C'est à cause de ces gens-là qu'il n'y a plus de stock dans les magasins, parce qu'il faut attendre que la centrale d'achat réapprovisionne les magasins, etc. Bon, voilà. Et les prix vont augmenter. Parce que le produit est rare. Donc, qu'est-ce qu'on a eu pendant le confinement? Moi, je me rappelle, j'avais un Intermarché à côté de chez moi. Il faisait venir de la farine de Pologne ou de Hongrie. Les étiquettes, vous l'avez vu, vous aussi. Le packaging était en hongrois. Il n'y avait même pas de traduction en français. C'est-à-dire qu'ils nous vendaient un produit hongrois ou polonais. Il n'y avait rien d'écrit en français. Je ne sais même pas si c'est légal d'ailleurs de faire ça. C'était vendu beaucoup plus cher. C'était 1,80€ le paquet de farine, le kilo de farine, pendant le confinement. Pourquoi? Parce que ils en profitaient aussi. Enfin, à un moment donné, hein, voilà, il faut faire du business. Je peux vous dire que pendant le confinement, ceux qui se sont fait des couilles en or, c'est la grande distribution, c'est les supermarchés, etc. À un moment donné, ils rigolent aussi quand ils voient les gens qui s'affolent. Ils rigolent. Ils disent, bon, vous vous affolez. Vous êtes prêt à acheter un paquet de pâtes là parce que vous croyez qu'il va être à 4€. Bah écoute, je te le mets à 2,50€. Tu vas l'acheter à 2,50€. Et c'est un phénomène de panique qui est récurrent et qui moi, me dépasse. Parce que plus on panique, plus on va payer les choses chères. Parce que plus on panique, plus on va manquer. Et donc, plus on va payer cher. Tu vois? Donc, arrêtons de paniquer. Arrêtons de paniquer, que ce soit pour les pâtes ou pour le carburant. Vraiment. Voilà. Et pour continuer sur les carburants, la remise à la pompe ira jusqu'à 18 centimes par litre dans l'Hexagone. Alors, j'ai vu que c'était selon les régions. Alors ça, j'ai pas trop compris. Si quelqu'un peut m'éclairer dans le chat, apparemment, ça serait pas partout pareil. Et j'ai vu aussi qu'en Corse, ça serait différent. Donc, est-ce qu'en Corse, ils auront plus que 18? Je sais pas. J'ai pas trop compris pourquoi j'ai lu ça. Voilà. J'ai peut-être mal lu. Je sais pas. J'ai pas trop compris. Voilà, j'ai lu ça à un moment donné. Il y a Taïtiju qui dit peut-être parce que c'est plus cher à Paris, par exemple. Alors, détrompe-toi. L'essence n'est pas plus chère à Paris. Non, pas du tout. L'essence n'est pas plus chère dans les grandes villes. L'essence est plus chère à la campagne. L'essence est plus chère à la campagne que dans les villes. Voilà. Après, il y a certains coins, évidemment, à Paris, où ça va être plus cher. C'est peut-être en Corse, ouais. C'est peut-être en Corse, effectivement, je sais pas. Mais voilà, Alors, voilà, elle sera... Ah, non, d'accord, ok. Donc, Donc, ça devait être 15 centimes. Il devait y avoir 15 centimes de réduction. Donc, c'était un montant hors taxe. Le gouvernement a décidé d'inclure la TVA à ce montant. Donc, ça passe à 18 centimes. Voilà. 18 centimes en France métropolitaine. Ça baissera de 15 centimes en Outre-mer. Et la baisse sera de 17 centimes en Corse, où la TVA est plus faible. La TVA en Corse est de 13% contre 20% sur le continent métropolitain. Ah, ça, je savais pas. Donc, en Corse, ils ont une TVA plus faible. Donc, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit que les Corses n'avaient pas tant d'avantages que ça, par rapport à leur éloignement du continent. Et quand même, vous avez une TVA à 13%, hein. Oh, faut le dire, les Corses, que si vous avez une TVA... Souvent, quand on a des avantages, on le dit pas. Mais, les Corses, vous avez une TVA à 13. Et nous, on a une TVA à 20. Oh, les gars. Non, mais sérieux. Dites-le quand vous êtes avantagé, non? Non, parce que, c'est bien beau de pleurer, mais... Après, voilà... Vous avez aussi l'avantage de vivre sur une île magnifique, hein, faut le dire aussi. D'accord? Donc voilà, donc ça sera 18 centimes. Alors, qu'est-ce que j'avais mis dans mes fiches? Ça marche que pour les clopes et l'alcool. Ah, vous avez une TVA réduite sur les cigarettes et l'alcool? D'accord. Ok, d'accord, je savais pas. Donc, pourquoi est-ce que l'État, donc déjà, va proposer cette remise de 18 centimes? Parce que l'État a connu une hausse importante de ses recettes fiscales sur les quasiment les 2 derniers mois, bon, pas vraiment 2 mois pleins, mais voilà, du fait de cette augmentation extraordinaire du prix à la pompe, hein, c'est pas l'État qui a choisi que le prix allait augmenter, je le répète, c'est
deux facteurs qui sont une corrélation entre deux facteurs. Hein, voilà, l'euro faible et le prix du baril. Donc l'État, ben voilà, les recettes fiscales ont été plus importantes, voilà. Donc ils ont eu une hausse importante des recettes fiscales et donc ils vont redistribuer cette hausse de recettes aux consommateurs. Donc ça c'est important, hein, de le voir dans ce sens-là. C'est-à-dire que pendant 2 mois, il y a eu une hausse importante des recettes fiscales qui seront redistribuées. Voilà. Il faut l'avoir en tête. Hein. Voilà. Pour les gens qui considèrent qu'il n'y a pas suffisamment de redistribution, il y a une redistribution dans cet exemple-là. Est-ce que la redistribution est suffisante ? À mon sens, oui. Hein, voilà. Et au sens de certains, non, elle n'est pas suffisante parce que bien évidemment, il y a toujours des gens qui aimeraient... Bah là, dernièrement, j'ai vu, il y a des gens qui aimeraient que l'essence revienne à un prix de 1,50€. Ça, ce n'est pas possible. 1,50€, c'est pas le prix du marché actuel. Voilà. Ça marche ? Il y a Tequila, salut Tequila, qui est corse, et du coup... mais même si je peux pas te donner d'exemple, tout est tellement plus cher à part les clopes, effectivement. Ok. Non, merci beaucoup. De toute façon, tout est plus cher dans les îles... Plus ou moins, après, hein, c'est pas non plus du simple au double, hein, faut pas exagérer non plus, hein. Je pense pas que tu payes tes yaourts 3 fois plus cher qu'à Marseille, tu vois ce que je veux dire ? Mais oui, ils sont évidemment plus chers, parce qu'il faut les transporter, comme dans toutes les îles, voilà, comme dans toutes les îles. Je prends les yaourts, pour exemple. À La Réunion, les yaourts, c'est quelque chose de très cher, notamment les yaourts au soja Sun. C'est 1€ le yaourt. Voilà. En métropole, c'est 1€ les 4 yaourts, plus ou moins. Donc tu as des prix qui sont multipliés par 4 pour certains types de produits, notamment les yaourts. Voilà. Je pense qu'à Tahiti, c'est pareil. Voilà. Mais bon, ouais, c'est normal aussi. Donc voilà, cette augmentation sera donc de 18 centimes, notez-le, et c'est à partir de vendredi. C'est à partir du 1er avril, c'est bien vendredi le 1er avril, oui, on est d'accord. 1er avril, donc si là, vous avez un peu d'essence à faire dans votre voiture, essayez de gérer, d'adapter votre conduite, d'adapter vos trajets pour faire l'essence vendredi. Et si vraiment vous ne pouvez pas le faire, bah là, vous mettez 5€ aujourd'hui ou 5€ demain, voilà, et vendredi, vous ferez votre plein, voilà. Vendredi, vous paierez donc 18 centimes de moins par litre de carburant, ok ? Tout le monde pourra en bénéficier, que ce soit les particuliers, les professionnels, etc., etc. Alors, avant, le gouvernement, ils avaient prévu de faire ça sous forme de subvention. Ils allaient subventionner les distributeurs, donc les stations-service. Donc, le prix que vous avez affiché sur les totems, il devait toujours être de 2€, mais au final, à la pompe, vous alliez payer 18 centimes de moins. Donc c'était une galère, etc. Bon, finalement ça a changé. Le prix qui sera affiché sur les totems de prix sera le bon prix, enfin sera le prix que vous allez payer. Voilà. Ok, donc le prix affiché sera le prix payé. Et ensuite, l'État, du coup, remboursera, versera, redistribuera, voilà, utilisez le mot que vous voulez, ces 18 centimes par litre aux distributeurs. Ok ? Il y a même certaines stations-service qui ont bénéficié déjà d'une avance de trésorerie, voilà, parce que ils ont des plus petits volumes, etc., etc. Donc, à partir de vendredi, vous faites votre carburant et ça va durer 4 mois. Si je dis pas de bêtises, si rien n'a changé, parce que j'avais vu ça le mois dernier, et normalement c'est jusqu'à fin juillet. Fin juillet, oui ou non ? Oui, jusqu'à la fin du mois de juillet. Ensuite, le gouvernement a dit, en cas de réélection, bon alors voilà, ça c'est encore une promesse électorale, mais voilà, qu'il soit réélu ou pas, Emmanuel Macron, bon, on en parlera jeudi, parce que jeudi c'est les lives politiques, mais je pense que le carburant va rentrer sur le prochain quinquennat, comme l'énergie l'a été au quinquennat précédent, voilà, depuis Sarkozy, Hollande et Macron aujourd'hui. L'énergie, voilà, c'est... beaucoup de ménages ont bénéficié, les ménages les plus modestes ont bénéficié du fameux chèque énergie, etc. Ça ne m'étonnerait pas que les ménages modestes ou les gens qui roulent beaucoup
bénéficient d'un chèque carburant. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir venir. Voilà, ce ne sera pas des grosses sommes, hein. Voilà, ça sera comme l'énergie, ça sera probablement 100 € par an, peut-être 150, 200, je ne sais pas comment ils pourraient le fixer. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait aussi un chèque carburant qui arrive dans le prochain quinquennat. Que Macron soit réélu ou pas, je sais que Marine Le Pen aussi, elle avait parlé de ça, mais on ne parle pas de politique, on fera ça jeudi. Voilà, on fera ça jeudi. Ok. Donc, est-ce que toutes les stations-service seront concernées par ça? C'est vraiment toutes les stations, hein, que ça soit toute marque de station-service confondue, que vous soyez à la campagne ou à la ville, etc., etc., etc. Vous aurez vos 18 centimes, ok, de ristourne, d'accord? Quel que soit. Et là, il y a l'article que j'ai ouvert, il y a écrit « Faudra-t-il se dépêcher ?» Et il y a écrit « Ce dispositif n'est pas limité en termes de volume de carburant vendu, donc inutile de courir tous vendredi pour faire l'essence, s'il vous plaît. Vous avez 4 mois pour profiter de cette diminution. Voilà, il n'y a pas de volume maximum. Voilà. Donc, en 4 mois, qu'il s'écoule, je sais pas, moi, j'arrive pas à évaluer les volumes de carburant, qu'il s'écoule, j'en sais rien, moi. 1 litre de carburant, ou 1 million de litres de carburant, ou 1 milliard de litres de carburant en France, les 18 centimes seront là jusqu'à la fin juillet. Donc on ne court pas à vendredi faire le plein, s'il vous plaît. Parce que sinon, ce sera le même phénomène. Pénurie, etc., etc., etc. Ok? D'accord? Et les 18 centimes, c'est la réduction de l'État. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas des fluctuations de prix suivant les distributeurs. Donc là, c'est pareil. S'il y a un distributeur qui voit que tout le monde s'affole, eh ben, t'inquiète pas que si il a 8 pompes à essence dans sa station, qu'il en a déjà 4 qui sont vides, hein, il n'a plus que la moitié de ses pompes en service, bah t'inquiète pas qu'il va augmenter sa marge, hein, parce que il va bien rigoler, il va dire les automobilistes, voilà, on leur dit d'arrêter de faire les idiots, ils continuent, bon bah tu sais quoi, j'en ai rien à cirer, j'augmente de 8 centimes. Hop, il va augmenter, il va augmenter le distributeur, il va augmenter, même si il y aura eu les 18 centimes, les distributeurs vont augmenter si tout le monde court. Donc ne courez pas. Voilà. Et attendez quand même vendredi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur l'essence. Donc moi je trouve que c'est cool. Je sais pas vous, hein, mais je trouve que c'est toujours bien, une petite réduction. Voilà. Et puis j'espère, comme tout le monde, que cet été on reviendra à des prix plus normaux, aux alentours de 1,60, 1,65. Voilà. Et j'espère que l'hiver prochain, bah, ça baissera un petit peu et qu'on retrouvera des prix de 1,40. Voilà, ce serait bien qu'on retrouve des petits prix de 1,40, 1,50. Ça fait toujours plaisir, voilà. Mais on verra, ça dépend du marché. Bah, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je lis le chat. J'en ai fini pour aujourd'hui, les amis. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, encore une fois, hein, vous m'envoyez vos questions, etc., 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 etc. D'accord? Pour que le week-end prochain, bah, je puisse y répondre. Enfin, le week-end prochain. Mardi prochain, je puisse y répondre. Alors, il y a Tahiti Ju qui dit à Tahiti, c'est hors de prix aussi les yaourts. On avait acheté une yaourtière pour le coup. Bah oui, non, mais c'est ça, mais clairement. Hein. Il y a Tequila qui dit, les fruits corses, on les paye plus cher qu'à Marseille, c'est du foutage de gueule. Mais bon, je n'en fais pas un drame. Alors ça, c'est le cas aussi à La Réunion, je le sais. Les fruits pays sont chers. Mais ça, après, c'est le gros problème de la mondialisation. C'est que tu vas payer plus cher ton fruit en Corse si tu l'achètes à Leclerc, parce que bah, sur le continent, il y a des centrales d'achat qui vont acheter à ton producteur un volume très important. Donc ton producteur, lui, bah voilà, il va le vendre moins cher. Et évidemment, ensuite, les marges sont faibles. Hein, sur les fruits et légumes, les marges sont faibles. Hein. Donc, voilà. Ils vont ensuite être revendus à Marseille, bien évidemment, moins cher que ce que tu payes en Corse. Après, tu peux acheter en Corse directement, probablement directement à l'exploitation. Hein. Ça existe, hein. Ça existe à Perpignan, ça existe à Angers. Voilà. Ici, à Angers, si tu veux acheter des pommes bio, tu peux acheter des pommes bio direct producteur à 1 euro, 1,30 €.
1,30€, j'avais trouvé des pommes bio. Alors bon, c'est loin de chez moi, donc j'y vais pas tous les 4 matins. Mais voilà, tu vas direct chez le fermier, là, et t'achètes les pommes pas bio. Tu peux acheter des pommes pas bio à Angers, parce que dans le Maine-et-Loire, ils font beaucoup de pommes, à 80 centimes le kilo. Voilà. Je pense qu'en Corse, c'est pareil. Si tu veux acheter tes fruits et légumes moins chers, tu vas direct chez les mecs qui les produisent. Après, c'est sûr que la grande distribution, voilà, il marche. Ça, c'est le débat d'une vie, hein. C'est sûr, hein. Les centrales d'achat, les intermédiaires, on le sait tous que ça coûte de l'argent. Et pourquoi est-ce que c'est plus cher à Marseille qu'en Corse? Je suis d'accord avec toi que c'est illogique, parce que t'as le bateau, t'as le transport et tout ça, bon, mais c'est une question de volume. Une question de volume. Les magasins en Corse, ils écoulent moins de volume que les magasins à Marseille. Voilà. Est-ce que la production corse suffirait pour nourrir toute la Corse? Oui. Est-ce qu'il y a trop de production en Corse et que... est-ce qu'ils sont obligés de vendre du coup les produits sur le continent? Bah, il y a des produits corses que... Voilà, notamment les clémentines, les oranges et tout ça, les citrons, machin. Voilà, c'est vrai que... Ouais, avec les petites feuilles, là, clémentine corse, machin, bon voilà, ça s'arrache, ça coûte très cher. Ça, c'est un éternel débat. C'est... c'est le débat de la comment dire, la mondialisation et puis aussi de l'indépendance aussi, hein. Il y a certains territoires qui pourraient être indépendants, qui s'en sortiraient peut-être mieux. Je parle pas forcément de la Corse là, mais en même temps, quand t'es indépendant, du coup t'es isolé. C'est quand même très bien d'avoir le continent qui t'achète tes produits. C'est pareil pour le tourisme. Enfin, voilà. Donc c'est un débat qui... Voilà. Il y a Tequila qui dit, moi j'habite à Ajaccio, faire 1 heure de route pour acheter mes clémentines, voire 2 heures. Après, bah voilà, après je pense pas que tu dois faire 2 heures de route pour acheter tes clémentines, hein. La Corse c'est grand, mais bon... Après je connais pas la Corse, mais bon, ça m'étonnerait quand même que tu aies besoin de faire 2 heures pour trouver des mecs qui produisent des clémentines en Corse, hein. Voilà, hein. Tu vois? Bah, je pense que pas loin d'Ajaccio, tu as des producteurs même qui viennent à Ajaccio pour vendre leurs produits, hein. Il y a des... Mais voilà, après, ça c'est de toute façon, voilà, comme tu le dis, c'est un éternel débat. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse. Pas beaucoup présente, elle dit Fanny, parce que je bosse en même temps, mais merci pour ce live. Merci à toi, Fanny. Merci, Célia, qui dit à jeudi. Jeudi, on parlera politique, hein, je vous ai déjà annoncé le thème de jeudi prochain. Merci à tous ceux qui sont là sur les lives du mardi, du jeudi. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça passe trop vite, dommage, nous dit Dali. Bah, merci beaucoup, Dali. Merci à tous ceux qui sont là sur les replays. Si vous êtes sur ce replay sur YouTube, du coup, vous le verrez, voilà, dans 2 mois à peu près, vous commentez, vous réagissez. Vous avez toujours des trucs à dire, faites-le. Ne soyez pas trop timide. Les interactions, c'est très important pour nous. Plus il y a de gens sur le chat en direct sur Twitch, mieux c'est pour nos statistiques. Sur YouTube, c'est pareil. Plus il y a de monde, mieux c'est pour le référencement. Faites-le. Regardez les pubs. Abonnez-vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à jeudi pour un nouveau live. Et mercredi, pour ceux qui suivent la danse, c'est annulé parce que Bibou n'est pas là. Elle a une réunion, assemblée générale, association, parents, enfants, petite enfance et tout ça. Voilà, donc ça tombe ce mercredi soir, assemblée générale, voilà. C'est souvent le mercredi soir d'ailleurs, les assemblées générales, je suis en train de me rendre compte. Voilà, c'est 1 fois par an, les âgés, bon ben voilà, là, elle n'est pas là, donc on annule mercredi, il n'y a rien, d'accord? Et il y aura peut-être un vlog demain matin. Je vais essayer de me bouger les fesses, ok? Allez. Et merci à tous ceux qui se connectent sur la danse, même si vous dansez pas, ça fait plaisir, pour les stats c'est bien. Allez, gros bisous, passez une très bonne journée, c'était un plaisir, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao!